110 jours. Un peu moins de 4 mois. Temps dérisoire dans la vie d'un homme, mais qui prend tout son sens lorsque celle-ci bascule dans l'exception. Des 13 marins quittant à 15h16 ce dimanche 26 novembre 1989 la baie vendéenne des Sables d'Olonne, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Mais tous, à leur retour, plus ou moins métamorphosés, auront tenu un sacré rythme. Un rythme d'enfer. Ils sont 13, parmi les plus grands au monde, à s'élancer au coup d'envoi tiré par Éric Tabarly. Cette course folle, démesurée, géante, un pari insensé. Le tour de la planète en bateau sans escale et sans assistance est déjà surnommé l'Everest des mers. Loïc Perron s'élance sur l'Adapoc 3. Philippe Poupon sur Fleury-Michon 10. Titouan Lamazou sur Écureuil d'Aquitaine 2. Alain Gauthier sur Generali Concorde. Jean-Luc Vandened sur 36-15 mètres. Philippe Gentot sur Crédit Agricole 4. Bertie Reed sur Greenacre. Patrice Carpentier sur Nouvel Observateur, ainsi que Pierre Folenfant sur TBS Charente-Maritime. Guy Bernardin sur Hockey. Mike Plante sur Duracell, Jean-Yves Terlin sur UAP 1992 et Jean-François Coste sur Cacharel. Le vent, de 25 à 30 nœuds, souffle de secteur est. Le temps est beau et la mer légèrement creusée. Les concurrents filent maintenant en direction du golfe de Gascogne. Le Vendée Globe Challenge est placé sous l'égide de l'Union nationale des courses au large, l'UNCL, et certaines règles de sécurité sont indispensables à respecter. Ces bateaux ont près de 4 mètres de tirant d'eau et que même pour assurer un spectacle très proche du public, nous sommes obligés de respecter certaines consignes de sécurité parce que sur une course de cette envergure, il n'est pas question de prendre des risques, de se rapprocher trop de la côte et que les bateaux, au bout de 2 heures de parcours, certains rentrent au port, ça ferait un mauvais effet. On a fait un couloir d'1 mille de large, de part et d'autre, des passes d'entrée des Sables d'Olonne. Les passes d'entrée sont celles-ci, les 2 feux rouges à terre, c'est cette ligne-là. Et ensuite, quand on vient par le sud, c'est le phare de la petite jetée est par la tour d'Aranel, c'est donc cet alignement. À partir de ces 2 alignements qui existent techniquement sur les cartes marines que connaissent tous les marins, nous avons créé un couloir fictif d'1 mille de large à partir de ces 2 alignements. Voilà, et qui repartait comme ceci. La ligne de départ était dans le sud de ce couloir-ci. Les bateaux ont donc progressé comme ceci. Ils avaient une bouée à virer à l'intersection de ces 2 couloirs. Et ensuite, ils sont partis le long de la côte jusqu'à une bouée qui était devant Port-Bourgenais. Loïc Perron et Alain Gauthier ont merveilleusement animé le départ. Sous forte brise, le matériel est sollicité et dès la première nuit, la baume du Crédit Agricole 4 est légèrement endommagée. Souci également pour Jean-François Coste à bord de l'Expendwick 3 dont le pilote hydraulique est tombé en panne. Tout commence mal pour Jean-François Coste qui oublie ses cartes maritimes. Elles lui sont ramenées quelques instants avant le départ par l'un de ses coéquipiers. Sur la ligne de départ, c'est Jean-Luc Vandened qui emmène ses 12 autres marins à l'assaut du Vendée Globe Challenge. Une épreuve à l'image de la ville des Sables d'Olonne, une course passion pour une ville passion. Découvrons le parcours. Dans un golfe de Gascogne peu hospitalier, les bateaux font route presque de conserve. Premier point de passage obligatoire, les îles Canaries. Nous sommes début décembre. Le poteau noir, au passage de l'équateur. Plus de vent. Une mer plate et un temps magnifique. La pétole peut en calaminer quelques heures, voire plusieurs jours, pour les plus malchanceux. Puis c'est la descente vers les 40e rugissants, et le passage au large de Cape Town vers l'océan Indien. C'est ici que Philippe Poupon chavirera, que Bertie Reed abandonnera,
et que Jean-Yves Terlin démâtra. Désormais, jusqu'au Cap Horn, les navigateurs ne rencontreront aucune terre. Il faut aller tout droit et vivre plus seul encore pendant près d'un mois. À part Guy Bernardin, aucun de ces marins n'a navigué seul si longtemps. Titouan Lamazou est installé en tête depuis longtemps. Loïc Perron vient d'être papa et Jean-Luc Vandenette surprend par son allure dans ses routes australes. L'option sud, la plus courte, est aussi la plus redoutable, la plus audacieuse au milieu d'icebergs parfois invisibles. C'est Philippe Gentot qui descendra le plus bas, au-dessous du 62e parallèle. Puis c'est l'approche et le passage du Cap Horn. Titouan Lamazou le franchit en tête et son copain Jean-François Coste le dernier, le jour même de l'arrivée de Titouan aux Sables d'Olonne. La remontée de l'océan Atlantique est le théâtre de tous les enjeux. Titouan Lamazou est talonné par Loïc Perron, fort de sa bonification pour le sauvetage de Philippe Poupon, et par Jean-Luc Vandenette. Philippe Gentot, quatrième, ne désespère pas de revenir sur le trio de tête et sacrifie à la tradition au passage de l'équateur. Loïc Perron, victime de la rupture d'un haubans sur l'Adapoc, finit second. Jean-Luc Vandenette, troisième, laissant à Titouan Lamazou les honneurs de la victoire aux Sables d'Olonne. Au départ, je ne pouvais pas dire je veux gagner, je vais gagner, c'est ma course, etc. Ça ne se fait pas, même vis-à-vis de soi-même. Mais je me mettais quand même dans intimement, avec Philippe Poupon d'ailleurs, c'était lui ou moi, quoi, enfin à mon avis. Hein. Et derrière, je mettais Lada d'ailleurs, et Philippe Gentot, mais bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Pour faire marcher un bateau, c'est sûr que je dois être plus malin maintenant qu'avant, hein, ça y a pas de doute. Mais je crois que c'est surtout important pour moi de gagner une grande course, de remporter une grande course. Je pense que c'est et celle-là, ça pouvait pas être mieux, quoi, que celle-là, parce que celle-là, c'est une sacrée course, c'est la première du genre. Enfin, vraiment, c'était un sacré rendez-vous, quoi, qui tombait bien pile à point nommé, parce que j'avais de l'expérience, j'avais un petit peu plus d'âge que lors de la première course, et que j'avais les moyens, le temps de préparer un bateau et de préparer cette course, quoi. Enfin, c'était vraiment tombé à point nommé. On a prévu 120, et là, c'est 108, je crois. Hein. On a prévu 120 à la louche, parce que c'est difficile de faire des prévisions, mais là, je crois qu'on a tenu une sacrée moyenne, ouais. Le sud, ça a été les moments difficiles sur le plan technique, parce que j'ai vraiment eu peur à des moments de ne pas pouvoir finir la course à cause d'avaries relativement graves de nos gouvernements. Et puis après, ça a été des angoisses de régate, c'est-à-dire que quand j'avais VDH et Perron qui se rapprochaient beaucoup, et ça faisait quand même les 2 tiers de la course que je menais, et c'était difficile à vivre. La course est devenue beaucoup plus simple quand elle était, quand j'étais en passe de me faire baiser, quoi, en fait. Arraché brutalement à 4 mois de solitude, Titouan Lamazou connaît aux premières heures de ce vendredi 16 mars les ivresses du triomphe. Les habitants d'une ville, d'une région, d'une nation, dirait-on, ont accouru par milliers sur les jetées, sur les quais, sur les rochers et même dans l'eau pour jeter les lauriers aux héros. Titouan Lamazou mène l'écureuil d'Aquitaine comme s'il était seul en mer, impassible malgré les cris, les flashs, les projecteurs des télévisions, les admirateurs imprudents, comme au retour d'une simple régate. Le ponton, doublé pour l'occasion, vide et silencieux jusqu'alors, connaît la plus folle des nuits. Il est rapidement pris d'assaut par les journalistes, devant des milliers de spectateurs et des marins chaumois et sablais venus saluer ce solitaire devenu leur héros. Basse,
C'est en vedette que Titouan arrive au ponton. Surpris de l'accueil, il offre à ses parents la première accolade avant d'être rejoint par Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, et son épouse. Ce soir qui est extraordinaire, c'est la conjugaison d'un exploit, un spectacle inouï et l'entrée dans la légende. Parce qu'il y aura d'autres tours du monde solidaires, il y aura d'autres vainqueurs. Mais lui aura été le premier. Et c'est son nom à lui qui va rester. Et ce sera justice. Allez, messieurs. La traditionnelle conférence de presse improvisée sur les pontons au milieu des journalistes et forces de l'ordre précède la célébration officielle de la victoire. Loïc Perron arrivera le lendemain au petit jour. L'armada des supporters baulois a répondu au quart de tour et ils sont partout sur l'eau, le débordant par bâbord et tribord lorsqu'il passe la ligne d'arrivée. Loïc Perron ramène avec lui joie et fierté, le tout sur une note d'exubérance. Ça va. La fin était un petit peu pas douloureuse, mais enfin, c'est jamais facile d'arriver à le premier. Mais là, dans cette course-là, c'est plus supportable. Rien m'amuse, de toute façon. Tout me fait rire, mais enfin là, ça dépend. Sur l'eau, quand je suis tout seul, j'ai des moments où je rigole moins, quoi. Et puis peut-être que sur Terre, en peu de temps, je rigolerai pas du tout, mais enfin pour l'instant, ça va. Je suis ravi d'être ici. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ça a du bon! Tout ce qui est mauvais a du bon, c'est bien connu. Hein? La réparation. Ah, elle est propre, hein? Oh là 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 là. Bernard, bonjour! J'aime bien arroser les arroseurs, moi. Et voilà. Viens, Marie, ici. Bon, alors par qui on commence? Philippe Poupon, hélas sur un Zodiac, et victime d'un second naufrage, voit son embarcation s'éventrer sur le ponton. Bon bah, il faut plus haut quoi. Bon, t'as besoin de moi ou pas, vieux? Hein? Je descends. Je risque de me mouiller pour une fois. Attention, ça va faire mal. Je sais pas si, pour l'instant, je repartirai pas, mais je crois que de toute façon, quand on a vu des icebergs déjà, on a envie d'aller en frôler encore quelques-uns, c'est incroyable. Et puis, bah, c'est une super course pour tout le monde. Pour Titouan, c'est fabuleux, et puis pour tous ceux qui vont arriver. Tous les Français ont vu à la télé, c'est le sauvetage de Philou avec le coup de sifflet lorsque vous l'avez aperçu sur le sommet de sa coque, ça a été extraordinaire. C'est impressionnant quoi, de voir le canot coucher, on dirait un cinco au bord de plage, tu vois. Ouais, c'est assez incroyable. Et sa quille est tellement fine, je pensais qu'il en manquait un morceau, mais elle est entière, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Alors il va me balancer un bout à l'avant, je vais passer à ras de lui, et je vais essayer de tirer son étrave vers sous le vent, pour essayer de... Parce que c'est la surface de la coque, d'après lui, qui le plaque vachement, ce qui est vrai aussi sur l'eau. Ouais. Messieurs, nous sommes en train de faire du remorquage. Enfin, à part ça, quelle manœuvre. J'ai eu des heures d'angoisse, hein, c'est évident. Si j'ai déclenché et demandé du secours, c'est que je me sentais vraiment en mauvaise position. Quand ça s'est ensuite bien terminé, j'étais très content de me ramener, je dirais, sur terre et de ramener mon bateau. Donc, j'ai pas de déception. J'ai eu un petit peu de regret de ne pas avoir fait le tour, de ne pas l'avoir vécu, mais quand on revient sur terre et quand on ramène son bateau, je crois que c'est suffisant. Il faut se contenter de ça.
Il aura fallu moins de 24 heures au PC Course pour localiser et organiser le sauvetage de Filou à plus de 2000 km de toute terre. L'infrastructure d'accueil pour la presse et le public et l'organisation sablaise étaient exceptionnelles pour un tel événement. Tous les journaux, les radios et chaînes de télévision étaient présentes et communiquaient en direct avec le monde entier. C'est une course intéressante parce qu'elle fait ressortir un petit peu les qualités humaines. Jusqu'à présent, les grandes courses devenaient des régates, c'est-à-dire que c'était simplement des longues régates, tandis que là, les qualités humaines reviennent de plus en plus, ce qui permet d'avoir des héros. Le public en est content. On revient un petit peu au combat singulier entre l'homme et l'océan. Ça, je crois que c'est une très bonne chose et je crois que le Vendée va devenir une classique parce que c'est vraiment le bonhomme et l'océan. Dimanche après-midi, Titouan Lamazou et Loïc Perron descendent triomphalement la plus belle avenue du monde. Ils se plient au rituel des Champs-Élysées comme en 1976 un certain Éric Tabarly. Aux mêmes instants, le port des Sables-d'Olonne écrit une page merveilleuse au grand livre universel de l'aventure. Aucun superlatif, ni comparaison qui tienne, ne peut définir le retour de Jean-Luc Vandenesse. 70 000, 80 000, 90 000, 100 000 personnes sur les quais et en mer. La foule est telle qu'il est impossible de définir le nombre de spectateurs présents. C'est du délire pur et simple, l'enthousiasme général, ce que l'on peut appeler le phénomène VDH. L'ovation à VDH surpasse tous les summums de l'applaudimètre. Le succès de ce breton jusqu'alors inconnu et disposant des plus faibles moyens de la course est fait de naturel et de simplicité. Non, pas sur la coque, il y a du boulot sur le mât. Les soudures. T'as vu, j'ai un tournevis qui tient ma ferrure de tête de mât. J'ai souqué le bout avec un tournevis. Ah ouais, t'es merdé, hein. Attendez, je vais dire bonjour à mon épouse avant vous. Hein, excusez-moi. Excusez-moi. Ça va? Ce sont des retrouvailles discrètes. Je savais qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point-là, moi je... Allez, vas-y, arrange tout le monde, allez hop, allez! Ah non, mais je vais boire un coup, ça. Il est bon celui-là? Ah ouais, il est bon. On agite, non? C'est comme ça qu'on fait quand on est vainqueur, je suis pas vainqueur, moi. Allez, dites-la quand même, allez! Vraiment, les meilleurs moments que j'ai eus, ça a été dans le sud. Mes meilleurs souvenirs du globe, ça sera dans le sud, parce que le bateau avait été conçu pour les latitudes un peu sud, et c'est là où il marchait bien, c'est là où j'ai continué à rattraper les concurrents de tête, et donc c'était vraiment là où c'était le plus excitant, quoi, hein. Et moi, je garde dans cette course-ci, je garde un souvenir plus grandiose du Sud que dans le Boc Challenge, parce que je suis descendu plus sud et que ça a duré plus longtemps et ça n'a pas été cassé par la remontée sur l'Australie qui est très longue et assez embêtante, bien que j'aime beaucoup l'Australie. Moi, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs, c'est dans le Sud. Magnétique, c'est-à-dire le zéro magnétique à côté de la Terre Adélie, que pratiquement on est obligé de barrer tout le temps parce que les compas, même les compas fluquettes, ont tendance à faire balader le bateau. Voilà ce qu'on voit quand je suis à la barre sous ma petite capote. Je frappe mon écoute normale sur le haut de la baume pour éviter qu'elle se torde. J'ai mis ma sangle derrière, ça me permet aussi de... Quand je suis au frais, je la mets sur la sangle. Ouais, j'ai du vent, de nouveau j'ai du vent. Je suis resté scotché hier toute la journée et hier soir, alors là j'avançais plus du tout. Là je suis content parce que je sais pas si les autres ils en ont touché du vent, alors s'il reste un tout petit peu sans vent, bah là j'avance bien, là je marche 1h30, 9 nœuds, 1h30, 9 nœuds, ouais. Pas de visée du tout.
d'amour, mais généralisé, à la fois avec cette ville qui retrouve là toutes ses traditions maritimes et séculaires, où véritablement la population a retrouvé ses racines et avec émotion les fait partager à ces grands navigateurs qui viennent d'accomplir cet exploit, repoussant ainsi les limites des compétitions humaines d'une part, et c'est un événement également extrêmement important au niveau national et international parce que, comme je viens de le dire, ces hommes, ces grands marins ont reculé les possibilités humaines dans l'exploit maritime. Des centaines de dépêches AFP, 200 titres de presse écrite, plus de 20 heures d'antenne TV et des centaines de points sur les radios, c'est le fabuleux succès du Vendée Globe Challenge. Un pari fou que l'on doit à Philippe Gentot. Le parcours il est simple, hein, je ne crois pas qu'on pourra changer un jour de parcours. Il faudra garder cet esprit justement en fait, qui fait de cette course une aventure avant tout, c'est-à-dire pas d'assistance, un homme seul avec son bateau et qui se débrouille tout seul face aux éléments. Je crois que c'est ça vraiment, je dirais, qui a plu aux gens en fait, hein, parce que là il n'y a pas de tricherie quoi en fait. Et face à un truc qui casse, eh bien je dirais que le plus pauvre ou le plus riche est à la même échelle. C'est-à-dire que vraiment, une fois la ligne de départ franchie, tout le monde est à égalité et c'est ce qui fait, je crois, de cette course une belle épreuve. Dans la deuxième partie de la course, donc qui représente pratiquement la moitié du parcours entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn, Crédit Agricole en moyenne a été le bateau le plus rapide. Et j'ai remonté 600 000 sur les premiers, mais ça n'a pas été suffisant. Organisateur et coureur, Philippe Gentot a mené à bien son double pari et les Vendéens et ses milliers d'admirateurs le lui rendent bien ce mardi après-midi. Ils sont 40 à 50 000 avec des enfants des écoles, des commerçants qui ont fermé pour l'occasion. Les Sables sont une ville morte, ou plutôt une ville qui à cet instant vibre tout entière à la vie, à la mer par Philippe Gentot, son navigateur. Un mardi après-midi, 20 000, 30 000 personnes au Sable pour accueillir Gentot, c'est extraordinaire. Là, les gens qui sont là, ils sont venus saluer un héros. Et dans une époque où on a tué tous les héros, ce sont les derniers héros, c'est formidable. Et notamment tous ces gosses qui viennent de toutes les écoles, qui ont pris leur après-midi pour être là pour Philippe Gentot, parce que Gentot, ça s'écrit avec EAU maintenant, c'est vendéen. Soirée de gala et feux d'artifice géants en l'honneur du plus illustre de ces marins. On fête le retour de Philippe Gentot et son prochain départ au Boc Challenge. À peine 24 heures plus tard, Pierre Folenfant franchit la ligne d'arrivée en 5e position. Nous sommes mercredi et la foule est encore massée sur les quais. Pierre Folenfant a battu, comme les 4 précédents navigateurs, le record du Tour du Globe en solitaire d'Olivier de Kersauzon, mais inscrit également son nom pour la plus belle remontée sur le premier. 346 000 en 4 jours. Alain Gauthier, le Benjamin de l'épreuve sur Generali Concorde, est arrivé en 6e position. Le second Lorientais du Vendée Globe Challenge avait passé une grande partie de la course dans la crainte de voir son mât tomber et n'osait plus pousser le bateau. Accueil triomphal que personne n'avait osé soupçonner, à tel point qu'Alain Gauthier se demandait si les premiers n'avaient pas abandonné. Les dernières personnes qu'il avait aperçues étaient des Russes au bastingage d'un cargo au large du Sénégal. C'était 133 jours auparavant. Fatigué et très ému, Alain Gauthier déclarait dès son arrivée qu'il repartirait pour le prochain Vendée Globe Challenge. Après le premier mois, j'espérais, j'étais bien quoi. Et puis bon, il y a eu un enchaînement de galères et puis bon mais d'un autre côté, je suis quand même très heureux d'être là et puis de finir sans escale, c'est quand même très important. C'est ça l'exploit. C'est super. Vraiment. Okay. On peut faire Philippe Poupon, victime d'un chavirage, et Jean-Yves Terlin d'un dématage, ont été les premières victimes de la malchance. Les gens pour qui ces trucs sont faits voudraient que je leur explique le pourquoi, du comment, de machin, de pourquoi faire le tour du monde sur un bateau à voile, tout seul, sans escale, gna 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 gna. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ou si je le sais, je le sens, je le ressens. Et je le ressens, voilà.
J'avais l'outil pour, j'avais pas que ça à foutre, non, c'est pas vrai. Mais à la limite, pour un truc comme ça. Alors la caméra derrière, elle est toujours aussi poitingue, bien sûr. Je n'arrive pas à freiner l'axe pour que elle ne fasse pas de la balançoire. Alors là, il y a un petit coup de vent, là, enfin une belle dépression qui arrive. On est même à 30 nœuds de vent apparent, ce qui va faire 35 nœuds réels. Et tout va bien à bord. Début janvier, tout chavire pour Jean-Yves Terlin. Son bateau démate, à peine entré dans l'océan Indien. La route du Sud, celle des icebergs, est devant lui. Il se refuse à abandonner et, à l'aide de son mât détruit, fabrique un gréement de fortune. Peines et espoirs sont vains. Il lui faudra se résoudre à l'abandon et faire route sur Cape Town. Il mettra 70 jours à y revenir. Berthier Reed abandonnera également au large de son pays, l'Afrique du Sud. Il a été trahi par son pilote automatique, mais reviendra aux Sables d'Olonne en équipage. Passage symbolique de la ligne d'arrivée pour Mike Plant. L'Américain a été victime d'une halte au mouillage dans une île de Nouvelle-Zélande. Son bateau risquant de s'échouer, il est contraint de se faire aider et se trouve donc disqualifié. Jamais l'idée d'abandonner ne lui est venue, et c'est comme un roi, clin d'œil aux traditionnelles élections des reines sablaises et chaumoises, qu'il est accueilli. Arrivée nocturne et plus familiale pour Patrice Carpentier. La course, devenue une galère, l'avait obligé à faire escale au Malouines après 100 jours de mer. Merci. Guy Bernardin semble avoir choisi un long week-end pour son retour. Les Sables d'Olonne, baignés par les flots et le soleil, n'oublient pas de saluer comme il se doit l'arrivée du dernier malchanceux de l'Everest des mers. Guy Bernardin avait dû se faire soigner en Tasmanie, et sur les pontons, il rageait encore contre cette rage de dents. J'avais les sandwichs, des baguettes en sandwich, et malheureusement, avant la ligne de départ, j'ai grignoté un peu tout ça et j'ai pas fait gaffe, et la partie dure du sandwich, la croûte, s'est mise entre deux dents et a pété une dent, et ça, petit à petit, ça s'est envenimé jusqu'à la fin. L'angoisse, elle est toujours là un petit peu dans tout ce qu'il fait, hein, donc que ce soit pour une raison médicale ou quand il a eu des problèmes au Cap Horn, les 2 fois qu'il a tenté un record. Et bon, je pense que des fois, il faudrait mieux être avec lui sur le bateau et puis vivre tous ces risques de les vivre à terre et de pouvoir rien faire, quoi. C'est très frustrant. Pendant ces 109 jours de mer pour le premier, 163 pour le dernier, il a fallu s'organiser à bord. En général, comme c'est des plats cuisinés que j'ai donc dans des pouches en aluminium qu'il faut faire bouillir, donc il n'y a même pas besoin de nettoyer la casserole une fois qu'on a bouffé, parce que de toute manière après on met de l'eau chaude à faire chauffer, ça nettoie la casserole et comme ça après on met la bouffe dedans et vice versa. Donc c'est très rationnel et très pratique. Et j'ai pu cuisiner même des œufs bacon par très mauvais temps. J'ai toujours un rythme de bouffe normal, toujours à peu près aux mêmes heures. L'électronique de bord, avec ou sans routeur, est prépondérante. Elle est de plus en plus performante. Alors c'est pas la caméra qui penche, c'est le bateau qui penche, et bon la caméra j'ai mise horizontale, là on voit bien le petit réchaud qui lui est monté sur le cardan, ainsi que ma petite place là. Eux ils se tiennent verticaux comme moi, et puis évidemment le reste du bateau il est penché. On est au Poisserré, on est dans les alizés du sud-est. Loïc Perron avait choisi une cuisine centrale avec vue sur le pont, et la décoration intérieure de son univers n'était pas sans rappeler les verdoyants paysages normands. Tous ces aménagements, reflets des personnalités des uns et des autres,
ne doivent pas faire oublier les gestes de tous les jours, et 4 mois, c'est long. Chaque bateau est à l'image de son skipper. Quand on fait un plan de bateau, c'est une certaine philosophie. Il y a des bateaux très puissants, parce que le skipper veut être très puissant. Il y a des bateaux plus gentils, plus tendres, parce que la personnalité. Donc, il y a un rapport, parce que c'est le bateau qui transporte l'homme. Ce bateau-là, par exemple, dans le sud, dans du mauvais temps, autant c'est un bateau fantastique aux allures portantes, il a cette réputation-là parce qu'il a une bonne stabilité, mais il l'est avec un barreur, donc en équipage, parce qu'on ne peut pas barrer tout le temps. Et sous pilote, c'était pas un bateau facile. Je m'étais donné un bon mois de retard sur le premier. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est que ce mois s'est transformé en un mois et demi. Pourquoi? Parce que les premiers ont été très très vite. Avec Jean-François, il n'y a aucun problème. On avait décidé, enfin lui, il m'avait dit dès le départ qu'il fallait que je gagne et que lui, il assurait derrière et que lui, il n'était pas parti pour gagner cette course, il n'était pas parti pour l'accomplir. Et il a fait quelque chose d'ailleurs de très cohérent. Et on a eu tous les deux, sur le plan de la réussite médiatique, je pense que c'est nous deux qui avons eu le plus de retombées. Titouan Lamazou arrive au Sable d'Olonne lorsque Jean-François Coste franchit le Cap Horn. Près de 2 mois plus tard, Titouan et Alain Gauthier attendent leurs copains qui mettent un émouvant point final à l'histoire de cette course autour du monde en solitaire. Parvenu au but, chacun de ces 13 navigateurs et vainqueurs est fêté comme tel par ses pairs. C'est ce que les courses en mer ont d'extraordinairement fraternel. Pour Jean-François Coste, c'est un vieux rêve qui s'est réalisé. Faire ce tour du monde en solitaire sans escale sur l'Ex-Pendwick 3, le ketch d'Éric Tabarly, vieux de 22 ans. Celui-là même sur lequel Jean-François Coste avait fait ses premières armes. Du premier skipper au dernier, la foule aura été fidèle et extraordinaire. 50 000 pour Jean-François, sans compter tous les amis de ce Parisien philosophe passionné de mer. Non, parce que là, il va raguer, hein. Attention, là. Et où il est où le papa? Ah bah il est là. Ah là, dis donc. Ah bah il est pas. On peut reculer, s'il vous plaît. Voudriez-vous reculer un peu, s'il vous plaît? Le ponton coule. Il y avait 13 concurrents, 13 personnalités, chacun s'accrochait sur une de ses personnalités. Mais là, moi, c'est pas Coste qu'on applaudit, c'est avant tout la mer, parce que c'est un mystère et les gens, ils sont là pour... Bon, ben, c'est ce qu'ils vont nous demander, alors comment c'était, quoi. Et c'est la mer qui est le principal, nous, les vecteurs de ça, et puis voilà, quoi. Et c'est la mer qui tenait la vedette avec ses 13 navigateurs au cours de la soirée de gala clôturale du Vendée Globe Challenge. 50 000 passionnés réunis face à une structure scénique géante sur le site même du départ de la course. Célébration et remise de la coupe aux vainqueurs sous des tonnerres d'applaudissements, des explosions de champagne et des crépitements d'un somptueux feu d'artifice. En ce soir de liesse, rendez-vous est donné au 8 novembre 1992 pour le départ du second Vendée Globe.